Sa trajectoire mêle innovation, entrepreneuriat et transmission. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Rémi Walbaum. Merci, Nadine. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Non, franchement, je me réveille d'un mauvais rêve, totale procrastination. J'étais en train de faire les abords du site de la conférence avec un rotophile et je faisais du jardinage pour vous et je n'avais pas écrit une seule ligne de mon texte. Et heureusement, c'était il y a quelques mois. Merci aux organisateurs et à Guillaume de m'avoir proposé cette thématique qui nous réunit ce jour. Il m'a demandé un message qui s'inscrit dans la sobriété, la coopération et l'ancrage local. J'ai trouvé que les images véhiculées par ce rêve étaient finalement parfaites. Un dress code assez différent, comme vous pouvez voir de ce que je porte ce soir, plus sobre. On commence de bon matin par élaguer, couper, rafraîchir, avant de coopérer. Et cela se déroule ici, dans le jardin. Comment prospérer dans un monde durablement, comment prospérer durablement dans un monde fini? Les cheveux gris et la sagesse, j'ai appris à me méfier des prévisionnistes trop affirmatifs. Je ne vais donc pas explorer avec vous un des nouveaux modèles économiques qui retient mon attention ce soir. J'ai cherché ces derniers mois un angle pour vous adresser quelques mots. Et finalement, c'est quelques mots que je vais vous adresser. J'ai choisi pour vous des mots à mémoriser et qui vont continuer, je pense, à vous accompagner dans les 10 prochaines années. Ils sont issus de mon expérience d'entrepreneur, enseignant ou dirigeant, conforté par mes années de réflexion sur l'innovation. J'en ai trouvé beaucoup trop. Alors je vous rassure, il n'y en aura que 5. Piochons donc les premières lettres. Il n'y aura pas de mots prioritaires. Prenez-les comme je vous les propose et fabriquez-vous votre propre grille avec cela. La joie. La joie. Vous devez être dans le camp des optimistes. Ces temps, les paroles fortes sont souvent d'expression des pessimistes, des mauvaises nouvelles, des fake news. Ces paroles sensationnelles, clivantes, ne contribuent pas à faire prospérer une entreprise. Allumez la lumière de la joie que vous véhiculez. Propagez-la dans votre entreprise. Entreprendre est un jeu pour vous. Cela doit se voir. Vous êtes le phare de votre société. Vos employés vous regardent, vous questionnent, vous challengent, vous testent. Certains, avec peu de discernement, sont comme les moustiques sur une lentille de phare. Ils sont attirés, parfois un peu collants. Et d'autres, plus expérimentés, tels des bateaux dans un chenal, évitent les passages délicats en suivant vos instructions. Évidemment, il vous faut éviter le terrain de l'angélisme. En 98, alors que je dirigeais Axe Communication et qu'on lançait le projet Le Shop, j'ai distribué généreusement des actions à certains de mes employés. Nous vivions dans une euphorie naïve, stimulée par les évaluations rocambolesques des financiers externes à tout et totalement déconnectés, ce qui est paradoxal car tout cela tournait autour du web. Je distribuais alors une promesse de joie, de revenus futurs. Il y avait de l'espoir dans cet acte. Le 13 mars 2000, la bulle a éclaté, explosé. Nous avons pris de plein fouet le mur de la réalité. Et c'est alors que les employés, voyant s'envoler une promesse de meilleure fortune, mécontents, sont revenus vers moi pour me demander de compenser cette réalité. J'ai appris ce jour-là que je ne devais pas croire que mon envie d'entreprendre était partagée. Les employés viennent vous aider à réaliser votre projet entrepreneurial. Ils ne deviennent pas pour autant des entrepreneurs. J'ai gardé en mémoire une autre anecdote. J'ai embauché à Chavannes-de-Bogie une jeune femme brillante et dont le CV dépassait largement mes attentes. Elle avait tellement insisté pour venir travailler chez nous que j'en fus convaincu, peut-être un peu flatté.
Elle fut excellente, rayonnante à son poste. J'ai appris peu de temps après que sa motivation profonde était la proximité de notre bureau avec la garderie. En tant que mère célibataire, cela valait largement le différentiel de salaire potentiel entre notre localisation à Chavannes et Genève. Ce qui subsiste dans cet exemple, c'est la joie. Elle était contente de venir travailler là. Moi, j'étais ravi, plus dupe. Nous avons beaucoup ri. Il vous faut laisser de la place à la dérision, à l'humour dans vos relations humaines. La joie se communique par votre attitude, mais surtout, cela passe par la construction d'un programme, d'un projet de culture d'entreprise. Mené par vous, pas sous-traité, mené par vous. La joie est communicative et votre métier de dirigeant consiste à dire clairement et efficacement ce que vous voulez voir d'autres faire à votre place. Il n'y a pas de meilleure définition du management que celle de M. Chauvet. Manager, c'est mettre les gens en mouvement. Une entreprise ne prospère pas sans lumière, sans vision. Il est de votre rôle d'éclairer et la joie éclaire beaucoup mieux. L'imagination. On a déjà un petit peu abordé ce thème ce soir. Quelle belle ambition que la thématique retenue par les organisateurs. Je vous en rappelle le thème. Comment les PME peuvent-elles prospérer durablement dans un monde fini? Dessinons une trace pour cela. Il n'y a pas de meilleur outil pour diriger une entreprise que de savoir inventer. C'est un des plaisirs ancrés en vous que de combler les vides de votre vie en inventant autre chose. Aujourd'hui, vous êtes confrontés aux dérégulations douanières, au manque de talent, à la hausse du franc suisse. La liste est sans fin. Comment répondre à tout cela? Ce qui est indispensable, c'est que vous ayez préalablement rempli votre base de données personnelle, votre unité de stockage, afin que votre imagination démarre. Les rêves servent aussi à cela, notez-les. L'imagination ne fonctionne bien que si vous avez auparavant multiplié l'apport de connaissances, d'expériences, de rencontres, de lectures. Pour atteindre ce plaisir, pour pouvoir imaginer, il faut débloquer des possibles. Débloquer des possibles. Illustrons cette idée par un exemple que je me retrouve il y a quelques années en charge de la construction du nouveau campus de l'école hôtelière de Lausanne. En comité de direction, nous avions anticipé et dessiné que l'école devait grandir pour maintenir son rang mondial. Il a donc fallu prévoir l'arrivée progressive de beaucoup plus d'étudiants. Sachant qu'une partie de l'apprentissage dans ce type de métier est principalement présentiel, ça nécessite d'avoir des locaux qui grandissent. Le cahier des charges était simple, nous devions pouvoir loger 1000 personnes sur le site et accueillir sur site 4000 personnes. Aucun d'entre nous n'était architecte, mais le challenge m'a plu. Avec Christian, chef électricien à l'époque, à côté de moi, on a donc débuté la réflexion, intégrer et répertorier l'existant, visiter des exemples de campus réussis, parler aux étudiants, revisiter l'ADN de l'école, intégrer des innovations récentes. On a rempli notre cerveau. Ce qui nous a déplu au début, c'est l'excès d'égocentrisme des architectes établis qui signent, dictent leur vision, construisent un bâtiment iconique et facturent le tout avec très peu de souplesse. À l'inverse, dans une université, vos étudiants sont votre vivier. Ils sont souples, imaginatifs, ils travaillent naturellement en équipe, ils facturent beaucoup moins. Ces deux mondes devaient donc trouver une façon de collaborer. En parallèle de cette recherche, je côtoyais à Innovo une innovation qui me titillait et qui me plaisait vraiment beaucoup, le crowdsourcing. De plus en plus de jeunes, comme les fondateurs de TACAV, se finançaient en inventant une prévente ou en divisant le poids de l'investissement en petites sommes. J'ai donc imaginé que nous pourrions appliquer ce modèle à l'architecture. Dessinons donc un campus intégrant les idées de multiples compétences. Nous avons donc inventé le concept du crowd architecture. Un campus designed by students for students. Comment mettre cela en œuvre? C'est joli en théorie. Simplement en copiant les Student Business Projects de l'école hôtelière. Un système éprouvé où les étudiants se voient confier un mandat d'hospitalité par des acteurs du marché sous supervision du corps professoral. Ajoutez à cela un président entrepreneur et curieux qui m'a soutenu contre beaucoup d'avis contraires.
Nous avons donc pu contacter 7 universités en architecture sur la planète, à travers le monde, car le projet est international, c'est dans l'ADN de l'école. 120 nationalités d'étudiants à l'école hôtelière. Nous leur avons donc proposé de faire travailler leurs étudiants en dernière année d'études sur notre cahier des charges. Ce cahier des charges stipulant qu'aucune des contributions ne serait construite, mais que l'ensemble des projets et bonnes idées émises contribueraient aux plans finaux. Nous comptions sur une vingtaine de projets. Les architectes confirmés, eux, tablaient sur un échec total de la démarche et se réjouissaient déjà de pouvoir siffler la fin de la récréation et reprendre le projet sérieusement. Nous avons eu 385 projets, 385 maquettes et plans venant de Navarre, Split, Brooklyn, Santiago du Chili, Rio, Lepia à Genève, Copenhague, etc. Comment faire avec tant de créativité? Nous sommes partis les voir sur place, on a dialogué, beaucoup écouté, beaucoup pris de notes, et cela autour de leurs maquettes. Suite à ces rencontres, on a sélectionné 40 de ces futurs architectes et nous les avons conviés à venir en été à l'école hôtelière. Ils sont venus de partout dans le monde, ils ont vécu sur le campus avec nos étudiants, présents pendant 2 semaines avec leurs 7 professeurs. Ces jeunes ont interagi, ils ont présenté leurs maquettes, dialogué, modifié leurs projets. Certains se sont regroupés naturellement et finalement concouru pour passer devant un jury. Nous n'avons pas choisi un projet, mais sélectionné 5 individus, 5 personnes. 5 architectes talentueux, souples, perméables aux idées des autres. Ces 5 architectes, nous les avons embauchés et pendant 4 ans, on a conçu ensemble le campus que certains parmi vous ont déjà eu la chance de visiter. Vous imaginez la joie d'un jeune diplômé en architecture qui se voit proposer un contrat en Suisse à la sortie des études? Je peux vous dire, aujourd'hui, plus de 10 ans après, que le campus fonctionne, et personnellement, je le trouve beau. Il sert la marque école hôtelière. Mais aussi vous dire que nous étions fiers, en tant qu'institution d'éducation, de voir ces 5 jeunes architectes nous quitter et monter leur propre bureau d'architecture. Aujourd'hui, ils en vivent. Sans oublier le plaisir de transmettre vers Christian, qui depuis est devenu directeur technique dans le groupe hôpital de la Côte, et c'est pas rien. Des dizaines de possibles ont été débloqués en prenant cette route non conventionnelle. C'est la curiosité érigée en outil de management qui permet à l'imagination de vous servir. L'imagination vous permet de prendre les choses sous un autre angle que vos concurrents. Elle vous permet d'envisager autrement qu'avec des solutions évidentes, simples, voire simplistes. Elle vous permet de prospérer dans ce monde devant vous. Voilà comment l'imagination peut nous aider à prospérer durablement. L'intelligence collective. Vous vous attendiez bien à ce que le directeur d'Innovo vous parle d'intelligence artificielle. On a eu le thème déjà abordé. Pour ceux que ça intéresse et qui ont une PME, à Innovo, on a monté une cellule pour faire ça. Et on a monté un programme de 3 mois intensif pour les dirigeants d'entreprise qui ont envie de monter en puissance sur ce sujet-là. Si vous en avez envie, la dame qui s'occupe de ça s'appelle Marie-Laure Gallet et elle sera ravie de vous aiguiller sur ce cheminement. Mon message pour l'intelligence artificielle, il est simple, vous n'avez pas le choix. Donc il faut accélérer sur le sujet. Heureusement, beaucoup parmi vous ont déjà fait appel à ces outils. Juste un rappel sur l'impact. Amazon va supprimer 14 000 emplois d'administration, jusqu'à 30 000 au total. 75% des opérations sont en cours d'automatisation chez Amazon. Ceci en combinant, entre autres, un robot IA chargé de trier les colis, un agent IA pour faire les plannings et des lunettes connectées pour équiper les survivants. Juste pour rappeler un petit peu d'histoire, pour mémoire. Les premières lunettes connectées, elles sont apparues il y a 13 ans. Il y a 13 ans qu'il y a de l'IA sur des lunettes connectées. Et aujourd'hui, elles coûtent 350 francs. Donc c'est accessible à tout le monde. L'IA est une technologie disruptive. Disruptive, c'est l'inverse de à la marge, différent de l'innovation incrémentale. L'innovation disruptive, elle change tout.
Cela requiert de votre part du temps, de l'énergie pour comprendre comment vous devez redessiner votre business. Un exemple de technologie disruptive. En 89, j'ai lancé Axe Communication sur le postulat que l'image digitale allait impacter l'image argentique. Je suis allé voir les clients potentiels afin de les équiper et un jour, je suis rentré parce qu'un de mes clients potentiels m'avait dit « Revenez nous voir quand vous parlerez le même langage que nous. » Waouh! Fallait-il attendre toute cette durée? J'ai pivoté mon business et commencé à proposer mes services directement aux utilisateurs finaux. Nous avons fait le job différemment, puis ils ont disparu, tous les autres. Aujourd'hui, l'image argentique a disparu. La technologie digitale disruptive a fondamentalement changé votre façon de fonctionner, de faire les choses. Et pour les plus jeunes dans la salle, ils n'ont même pas connu l'image argentique. Pour l'IA, vous ne pouvez pas attendre que cela parle le même langage que vous. Cela le fait déjà, et dans plusieurs langues. La technologie est là. Il est impératif que vous entouriez des personnes compétentes et que vous compreniez, puis partagez ce que l'IA va faire à votre métier. Ensuite, ces intelligences réunies vont décider de ce qu'il faut attaquer en priorité et allouer les ressources nécessaires. C'est pourquoi je vous parle d'intelligence collective. La mise en réseau autour d'une table de multiples compétences liées à votre activité, l'IA ne peut pas le faire. C'est donc là que vous devez agir. Vous ne pouvez pas confier à ChatGPT, Apple et Microsoft, oracle de ce monde, votre esprit analytique. Vous pouvez le faire avec son aide, mais en équipe. L'IA vous force à animer, diriger, former plusieurs humains afin que vous l'utilisiez correctement. Mais elle ne vous dédouane pas de réaliser en équipe des analyses sérieuses sur le comment. Cette intelligence collective passe par une mise à niveau des compétences de vos équipes, y compris de la vôtre. Il n'est pas improbable qu'au fil du temps, votre compétence s'étiole car vous n'arrivez pas à faire les mises à jour de votre propre système. C'est dangereux. Mettez à l'ordre du jour les formations annuelles pour l'ensemble de vos équipes. En résumé, vous pouvez paraphraser un dirigeant de la magistrature qui constate l'impact de l'IA sur son métier. L'IA peut aider à rendre la justice plus rapide, plus accessible, plus cohérente, mais elle ne doit jamais remplacer le discernement, l'écoute et l'humanité des professionnels. La cupidité, troisième mot. Le monde économique plie, les démocraties sont dans la bourrasque, ce vent porte un nom qui nous menace, moi je le nomme cupidité. Dans ce titre de notre conférence, que le monde, les hommes, la planète ont des limites. Ils en ont. Je vous invite à visiter un instant ce thème, balayé, ballotté par le souffle de ce mot, cupidité. La globalisation de nos économies a engendré avec elle la comparaison perpétuelle des fortunes dans un concours international. Ici, en Suisse, on a les classements de bilan. Ailleurs, les plus grandes fortunes du monde. À l'Est, les oligarques de Poutine se tiennent juste en retrait du leader. Les apparatchiks américains du président, au fil de la bourse, se dépassent ou se font doubler par leurs voisins de table. Quel est le sens de cette course ? Certes, dans ce type d'assemblée, nous avons tous envie de produire de la valeur. Mais devons-nous participer à cette frénésie ? Je pense que cela n'est vraiment pas sain de poursuivre cette route. À quoi ça sert à M. Arnault d'être une des plus grandes fortunes du monde ? Son pouvoir de ce fait est immense. Il peut ouvrir ou fermer un journal. Il peut polluer avec une usine de parfum et annoncer la plantation d'arbres par ailleurs. Il peut ouvrir un musée pour la collectivité et par ailleurs spolier celle-ci de rentrées fiscales en dissimulant ici ou là des revenus dans une holding. Déjà ici, la cupidité attaque la concurrence et elle attaque la démocratie. Ses collègues américains, cupides, n'ont pas de limite. Certes, on loue la générosité légendaire de Bill Gates à travers ses fondations, tout comme celle de Bezos, Musk et Ellison,
qui contribuent par des millions aussi. Mais cet argent, ce pouvoir, ne les exonère pas de calmer leur folie financière. Ils veulent contrôler l'espace, les communications et maintenant le pouvoir politique. Ils s'en sont arrivés à refuser leur propre finitude. Refuser sa propre finitude. Et à imaginer d'aller vivre plus longtemps dans l'espace. Leurs homologues de Chine, Russes et Inde ne sont pas plus glorieux. J'ai choisi ce mot pour vous exhorter à ne pas suivre cette thématique. Ce chemin incite les puissants à vouloir détourner l'eau de son cours, à vouloir les terres rares et riches de son voisin, à spéculer sur l'or ou les crypto-monnaies. Vous avez assez d'intelligence pour comprendre que votre pays est agréable à vivre car nous sommes limités géographiquement. Vous aimez les sorties en randonnée car la nature est belle et subventionnée. Vous aimez le fait de pouvoir voter régulièrement car personne ne peut dominer outrageusement le processus décisionnel. Vous appréciez de pouvoir vous déplacer sans forcément être bousculé par une surpopulation. Vous appréciez que les gens se saluent encore ici ou là grâce à des systèmes d'éducation de qualité. Alors, quelles limites poserez-vous à votre propre fortune? Avons-nous besoin, au-delà du raisonnable, de fabriquer de l'argent avec de l'argent? Ne pourrions-nous pas nous contenter de la valeur ajoutée? C'est cela notre métier d'entrepreneur, la valeur ajoutée. Nous aimons créer de la valeur sur ce que nous touchons. À ce stade, notre mission est noble, mais au-delà, elle perd du sens. Votre vie perd alors de son sens, vous courez vers des objectifs impactant votre ego, mais ils ne contribuent plus au bien-être de la société que nous examinons ce jour. C'est ce que Max Weber intitulait « l'éthique de la responsabilité ». Quelles limites raisonnables pouvez-vous donc poser dans ce processus décisionnel pour prospérer dans un monde fini? Je vous propose d'y intégrer le mot cupidité. Examinez vos décisions à la lueur des conséquences de vos choix sur la communauté qui vous entoure, sur la terre proche qui vous nourrit partiellement, sur l'impact de vos décisions sur les pays voisins et lointains. À la tentation du mot cupidité, opposez donc le mot impact. La lucidité. Le faux a envahi notre univers. Une photo n'est plus une vérité. Le monde triche, ment pour exister. La manière de décrire une situation diamétralement opposée à la réalité correspond à une tromperie désinhibée qui n'a plus la décence de se cacher. Certains États ont adopté ce nouveau paradigme. Nous avons tous une bonne idée sur qui va survoler les bases militaires danoises avec des drones, mais celui à qui on pense, nie. C'est pas lui. Plus local, nous avions à l'EHL des demandes quotidiennes pour vérifier des CV douteux mentionnant le diplôme de l'EHL. Eh bien, la plupart n'avaient jamais mis les pieds au chalet Tagobet. Vous devez développer une systémique du doute à laquelle nous ne sommes pas préparés. Certes, nous vivons dans un pays avec un sens civique développé, toutefois, restons lucides. Les services secrets suisses sont en souci et suivent par exemple de très près les étudiants chinois dans nos grandes universités et aussi les processeurs de chez Huawei. Certains d'entre vous ont déjà eu à traiter des attaques de piratage informatique et vous savez combien la résolution est coûteuse psychologiquement et financièrement. À cette tricherie institutionnalisée s'ajoute le fait que ces faux messages sont amplifiés par une diffusion immédiate et instantanée et planétaire. Beaucoup de ces acteurs croient en leurs mensonges et se regroupent. C'est là que le mot lucidité prend toute sa valeur pour vous. Votre éthique personnelle doit transpirer sur l'ensemble de vos employés. Cette attitude comportementale se transcrit en réputation pour votre entreprise, puis en chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas entrer dans ce jeu, car n'oubliez pas que votre compte d'exploitation, lui, est formel. Il décrit des faits.
Cette chaîne que je viens de mentionner, si simple, est menacée par ce type d'attaque, donc restez lucide. Si vous avez compté juste, il y en a 5, hein, et je suis au 5e. Le courage. Le courage. Nous devons avoir du courage pour être entrepreneur. Le métier que vous exercez est très difficile, car vous vous sentez parfois très seul. En tout cas isolé. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas décider. Les regards de vos clients, employés, fournisseurs, financiers sont tous tournés vers vous et ils attendent une réponse car vous êtes le dirigeant. Pourquoi je vous rappelle? Car le courage manque parfois ou s'étiole. Faisons un détour par la politique pour illustrer cela. Comment marquer son temps quand on est politicien? Il faut laisser une trace significative et cela passe par une décision courageuse qui s'oppose peut-être à une vision à court terme, voire à la réélection. Dans le marasme ambiant en France, c'est quoi un grand homme politique? Deux noms pour moi s'imposent immédiatement, Simone Veil et Robert Badinter. La loi sur l'avortement et l'abolition de la peine de mort. La recette, une conviction forte et beaucoup de courage. Rien n'a été simple pour l'un comme pour l'autre, mais les résultats subsistent. Permettez-moi une petite diversion cantonale. Nous peinons ces dernières années à attirer des talents et nous en manquerons dans les années suivantes. Les nouveaux entrepreneurs que nous côtoyons en Innovo nous le disent, pour des raisons fiscales, pour des raisons de taille et aussi parce que la concurrence internationale est très vive pour attirer des bons talents. L'État peine à résoudre ces points car il s'attache au coût-bénéfice immédiat. Il faut vite trouver des gens. Non. Mais prenons un peu de hauteur. Les jeunes talents sont attirés par des conditions de vie exceptionnelles, une qualité d'éducation indéniable, des employeurs compréhensifs ou des conditions pour entreprendre. Nous cochons donc dans cette région beaucoup de ces cases. Comment améliorer cela encore? Eh bien, prenons un cas concret. La métropole de Montpellier. C'est un de nos concurrents féroces en termes de promotion exogène. Ils sont particulièrement efficaces. Fin 23, la communauté de communes a décidé de rendre gratuits tous les transports publics pour les résidents des 31 communes avoisinantes. C'est aussi le cas, la gratuité des transports, au Luxembourg, à Belgrade ou à Tallinn. En Suisse, l'exploitation d'une compagnie de transport public est déjà largement subventionnée, autour des 50%. Quels sont les premiers résultats à Montpellier? Baisse de l'usage de l'auto de 23% à ce jour. Vous imaginez le carrefour de Crissier avec moins 23%? Il y a pas mal de problèmes qui sont résolus. Vous imaginez ce carrefour? Relions cette idée avec les déboires de la CGN. Celle-ci vient d'annoncer une réduction des navettes pour frontaliers alors qu'elle s'est équipée de 2 bateaux neufs pour faire exactement cela. Le directeur qui a annoncé un plan à 600 millions en juin 25 pour acquérir 4 navires express supplémentaires justifie ces derniers jours l'abandon des traversées existantes. On hallucine. Et 24 heures titre, la CGN ne sait pas quoi faire de ces nouveaux navires express. Ah non mais, ces frontaliers viennent quotidiennement participer à notre économie. Eh bien, cela passe par une prise en compte économique de l'apport des frontaliers, pas uniquement au niveau de la mobilité. Cela passe par un abandon de cette posture politique à leur égard, car ils ne votent pas. Cela passe par une prise en compte que notre pays est plus riche que notre voisin. Il faut une vision transfrontalière des charges que cet apport induit. Quel pays peut se targuer d'avoir une main-d'œuvre disponible quand elle le souhaite, et ceci sans avoir les charges de formation avant, ni les vieillissements ensuite? Réfléchissez à ça. Avec cet exemple d'accès simplifié au transport public, on augmente l'utilisation de 33% en 2 ans. On dynamise l'économie en général
Depuis peu, M. Villemain, à Neuchâtel, envisage une solution un peu différente, mais très intelligente, qui consisterait à répartir la charge des transports publics sur tous les citoyens de plus de 6 ans en leur faisant payer 16 francs par mois. C'est simple. Voilà un projet phare qui remplacerait l'arrêté Boni, qui a fait tellement de bien au canton de Vaud. Comme lui, ce projet serait visible de loin, il correspond aux attentes des nouvelles générations, il nous donnerait un avantage concurrentiel majeur. Mais où est le rapport avec les talents? Eh bien, la gratuité ou la vignette mensuelle à 16 francs renforcerait immédiatement les conditions cadres de l'économie vaudoise. L'attractivité pour les talents diplômés à venir s'installer dans une région consciente de son empreinte carbone serait rapide. De plus, ces talents n'ont pas d'auto et ont adopté des nouvelles pratiques de mobilité qui seraient sublimées par cette offre. C'est une proposition très courageuse, mais pas folle. Il faut l'étudier en intégrant les économies réalisées, que ce soit sur les routes ou en emploi, les impacts sociétaux, les conséquences écologiques. Elle aurait des effets induits permettant de faire passer un nouveau package fiscal tellement nécessaire à notre canton. Vous donnez d'un côté, vous recevez de l'autre. Je donne cet exemple dans les transports, mais pour la fiscalité, il en serait de même. Ce qui manque, c'est une vision partagée et non en silo. La question n'est pas tant de savoir s'il faut taxer les transmissions d'entreprises, mais d'intégrer que les modes de financement des entreprises ont radicalement changé et que la fiscalité n'a pas suivi cette évolution. Ce qui est indispensable, c'est de prendre de la hauteur, c'est d'avoir du courage pour reprendre l'ensemble des rouages de l'économie à la lueur de nos nouveaux comportements dans ce monde fini. Quel impact sur vous, sur votre entreprise, sur votre quotidien entrepreneurial? Avec ces deux exemples, j'essaye de vous montrer que la solution n'est pas dans la pose d'une rustine, mais bien dans la redéfinition de l'usage de la chambre à air. Ce n'est pas dans la pose d'une rustine qu'il faut travailler, mais dans la redéfinition de l'usage de la chambre à air. Beaucoup d'entre vous, dont notre ami M. Dauphet, qui est là présent, font du vélo. Ils roulent en tubeless, sans chambre à air. Depuis des années, on roule en tubeless. Eh bien, le courage entrepreneurial pour vous, à l'image des deux exemples que j'ai donnés, c'est d'imaginer le tubeless et de concevoir, d'implémenter, de convaincre. C'est ce type de démarche qui laisse une trace en politique comme en business. Vous ne devez plus toujours viser l'innovation incrémentale à la marge, mais la disruptive. Si vous voulez durer, atteindre les objectifs que vous êtes fixés comme entrepreneur, il faut que votre courage serve votre vision. Je voulais vous parler avec force du courage, car les coups de moins se succèdent souvent dans votre quotidien. Vous n'avez pas le droit d'y laisser trop de place, hélas, mais votre sens des responsabilités vous le rappelle trop souvent. Alors ajoutez aussi sur votre liste, 5e mot, courage. Courage, il en faudra encore à tous, car ce qui guette un pays installé comme nous dans le confort, c'est son apathie, sa lenteur à réagir. Ces prochaines années, la gestion de l'État comme celle de vos entreprises va être chamboulée par ces technologies permettant d'offrir des services plus efficaces. Sachant que les citoyens, utilisateurs, patients, contribuables, clients ont accès à des réponses en microsecondes, ils ne vont plus se satisfaire des longs délais de l'administration, des coûts disproportionnés ou des services exorbitants. Il serait aussi utile que ces thématiques rejoignent les sujets enseignés dans nos écoles, car les enseignants vont continuer de souffrir s'ils perpétuent l'enseignement de matières qui ne servent plus à rien dans un monde irrigué par une bibliothèque ouverte à tous et répondant en une fraction de seconde. Finalement, la vie comme ce moment de partage entre nous ce soir, la vie demande un subtil mélange de joie, d'imagination, de courage, saupoudré d'un peu de cupidité raisonnable pour le fun et d'une bonne dose d'intelligence collective pour réparer les dégâts. En clair, ce que je vous propose ce soir, c'est de passer un coup de rotofil sur vos façons de faire, équipé de ces mots, et cela repoussera beaucoup mieux. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon hiver.